L'épisode du jour est sponsorisé par Novium. Novium, depuis le temps, vous les connaissez, vous les appréciez. C'est une société qui fabrique des stylos, mais pas des stylos. Ils fabriquent des stylos. Parmi les stylos les plus stylés que je connaisse. Mais si, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, vous savez, c'est les stylos qui, avec un système d'aimant, en fait, ils reposent sur leur socle, mais ils semblent flotter, en fait. Vous pouvez les faire tourner. C'est le bel objet, quoi. C'est-à-dire que simplement, en tant qu'objet, déjà, c'est un bel objet. Ce sont des beaux objets en réalité, parce qu'il en existe plusieurs sortes. Vous avez le classique, qui tient tout droit. Vous avez le future, qui est plus penché, alors qu'il vient soit avec une bille, soit avec une plume. Vous pouvez demander l'option avec une plume. Et petite info pour les gauchers, parce qu'a priori, statistiquement, vous êtes entre 10 et 15% tout de même. C'est un stylo avec lequel il est très confortable d'écrire à la plume quand on est gaucher. Les droitiers, ça vous parle pas, oubliez, c'est pas grave, mais les gauchers, vous savez que c'est pas simple. Et puis vous avez le Interstellar qui, je trouve, est le plus élégant, qui avec son angle sur son socle de 23,5 degrés, comme la Terre par rapport au plan de l'écliptique. Et alors les modèles peuvent bien sûr venir dans différents coloris, donc ça c'est des histoires de goût. Le stylo Interstellar, lui, il peut carrément venir avec un éclat de météorite. Oui. D'ailleurs, le stylo Interstellar, vous pouvez également l'acheter en coffret cadeau or 18 carats. Je dis ça parce qu'il y a Noël qui approche, on va en parler, mais c'est-à-dire que si vous voulez faire un joli cadeau, moi je le connais, le coffret cadeau, il est beau. Oui, parce que voilà, on y vient, là c'est bientôt Noël, c'est les fêtes de fin d'année, tout ça, donc c'est le moment de faire un joli cadeau, ou de vous faire aussi un joli cadeau, c'est pas interdit. Avec le code YPENSER, en suivant le lien qui est dans la description, bénéficiez de 10% de remise sur votre panier, sur le site, sur tout le site. Vous comprenez bien que c'est une promo qui est faite pour Noël, donc c'est valable jusqu'à Noël. Allez pas faire ça le 26 décembre. Ce serait dommage. Encore une fois, merci à Novium de me faire confiance, et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Le 30 juillet 1926, à Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg, naît Nina Sergeyevna Kulagina. Et bien que l'essentiel de ce dont on va parler aujourd'hui se passe aux États-Unis, c'est bien ici que tout commence. Nina est une parapsychologue, une médium, dotée de pouvoirs psychiques et notamment de télékinésie, l'art de pouvoir déplacer des objets par la pensée. Bon, aujourd'hui, on dirait de Nina que c'est une mentaliste et une prestidigitatrice. Elle fait des tours de magie, elle utilise des aimants, des gimmicks en tout genre, enfin bref, elle fait des tours de magie, et si elle s'était contentée de se produire dans des salles de spectacle, on parlerait pas d'elle aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a deux choses qui vont nous intéresser à son sujet. La première, c'est, nombreux sont ceux qui, à l'époque, considèrent que de tels pouvoirs sont possible. Oui, à l'époque, oui, parce que aujourd'hui on sait que ça n'existe pas, oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais le deuxième point, c'est que pendant la guerre froide, les Russes vont prendre un malin plaisir à laisser fuiter aux Américains les exceptionnelles compétences de Nina Kulagina, afin de leur coller les miquettes. Il y a des films qui sont tournés, où elle montre ses pouvoirs, où elle déplace des objets qui pourtant sont sous des cloches de verre. Elle peut, sous l'eau, séparer le blanc du jaune d'un œuf. Elle peut modifier le pH de l'eau, mais surtout l'expérience la plus impressionnante qu'on lui attribue, c'est le fait d'avoir été capable d'arrêter à distance le cœur d'une grenouille. Et d'après les soviétiques, des dizaines de scientifiques, dont certains nobelisés, ont étudié et validé ses pouvoirs. Et comme je l'ai dit, il n'en faudra pas beaucoup plus aux Américains pour se dire qu'il n'est pas question qu'ils prennent du retard dans ce domaine-là, et que donc il est temps qu'ils lancent leur propre projet, le projet dont on va parler aujourd'hui, le projet Stargate. Avant d'attaquer, sachez pour info que cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai déjà faite sur le projet MKUltra de la CIA. Alors, on va pas spécialement en parler aujourd'hui, mais moi je vais partir du principe que vous l'avez vu, le lien est dans la description. Cela dit, juste en quelques mots, le projet MKUltra. MKUltra, donc on en a déjà parlé, c'est un ensemble d'études de recherche et d'expérience dans le domaine des interrogatoires, faire parler l'ennemi contre son gré, le comportement des gens avec des drogues, et généralement du LSD, et le comportement des gens, mais cette fois-ci avec de l'hypnose. Et on l'a vu, la CIA à l'époque s'est permis pas mal de liberté sur ce projet. Ils se sont permis un paquet de trucs pour, au final, pas grand-chose en termes de résultats à se mettre sous la dent. Faut être honnête. Mais la peur des soviétiques avait à l'époque cet effet aux États-Unis, qui les rendait capables de débloquer du budget pour quasiment n'importe quoi. Ainsi donc, lorsque dans les années 70, les Américains se sont rendus compte que les Soviétiques allouaient des millions de roubles par an, 60 millions de roubles par an, dans le domaine de la psychotronique, ils se sont dit qu'ils n'avaient pas tellement d'autre choix que d'y aller eux-mêmes. Alors, la psychotronique, en quelques mots, pour le dire simplement, c'est l'étude de tout ce qui est phénomène
parapsychologique ou inexpliquée, mais de façon scientifique. En gros, la psychotronique consiste à étudier les interactions entre des êtres vivants, entre eux ou avec leur environnement, en étudiant les processus énergétiques à l'origine de ces interactions. Oui, voilà, donc télépathie, télékinésie, médiumnie, ce genre de choses, quoi. Et dans les années 70 en URSS, il y a plein de gens très haut placés qui prennent ça très au sérieux. Ce qui fait mécaniquement qu'il y a plein de gens très importants qui prennent ces sujets très au sérieux ailleurs, notamment aux États-Unis. Et en même temps, faut les comprendre. Imaginez s'il y a juste une chance sur 1 million que les soviétiques soient capables de développer des techniques pour lire dans la pensée ou pour déplacer des objets à distance sans les toucher. Je veux dire, vous comprenez le danger que ça représente pour le bloc de l'Ouest? Et comme les soviétiques laissent entendre que la recherche en psychotronique en URSS, c'est une recherche qui porte ses fruits, eh ben les Américains sont obligés de s'y coller formellement. Et évidemment, comprenez bien que quand je dis les Américains, ce que je veux dire en fait, c'est la CIA. Hein? Évidemment. Et la CIA lance donc en 1970 le financement d'un projet qui sera lancé 2 ans plus tard, en 1972, le projet Scan by Coordinate, mais qu'on appelle plus classiquement le projet Scanate. L'objectif de ce projet, c'est relativement simple. C'est la vision à distance. Permettre à une personne de percevoir des événements ou des informations sans être en contact direct avec eux. Que ces informations, ces événements soient distants dans l'espace, dans le temps, ou les deux. Le projet repose évidemment sur l'essence du sujet qui est clairvoyant, mais également sur son intuition. L'objectif était très clairement de pouvoir accompagner le renseignement en leur indiquant par clairvoyance où étaient dissimulées les armes nucléaires ennemies, les espions ennemis, où étaient cachés nos propres espions mais qui étaient prisonniers chez l'ennemi. Ce genre de choses, ça ou n'importe quelle cible qui aurait pu intéresser la CIA. Hein. Et ce projet va être mené au Stanford Research Institute, qui à cette époque-là fait encore partie de l'université Stanford. Et il va falloir que je fasse une petite parenthèse pour vous parler du Stanford Research Institute, parce que quand je vous aurai un petit peu présenté ce que ces gars-là ont fait, vous aurez beaucoup de mal à conjuguer ça avec l'idée de faire des expériences sur la vision à distance. Et ainsi donc, parenthèse. Le Stanford Research Institute a absolument tout d'un institut scientifique. Tout. Et dans plein de domaines. Hein. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la lessive Tide, qui cartonne aux États-Unis. Voilà, bah la substance de base de la lessive Tide a été développée au SRI. Fin des années 40, le SRI est le premier à faire des recherches sur la pollution atmosphérique et la formation d'ozone dans la basse atmosphère. Dans les années 50, le SRI est embauché par 2 gars, 2 frangins dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Roy et Walt Disney, comme conseillers pour les aider à concevoir un parc d'attractions en Californie. Et c'est ainsi que le SRI a sélectionné le site du parc, rédigé des rapports sur son exploitation et assuré un soutien administratif au parc et à son expansion. Toujours dans les années 50, le SRI développe une alternative électro-optique au processus de synchronisation manuelle lors de la copie de film, ainsi qu'un minuteur électronique d'impression Technicolor. Encore dans les années 50, le SRI développe le système HERMA, qui utilise la reconnaissance de caractère avec une encre magnétique pour traiter les chèques, et HERMA, vous l'avez déjà vu passer, c'est sûr et certain. Il y a quelques années, c'était encore la norme pour le traitement automatique des chèques. Bref, vous l'aurez compris, le SRI, c'est un institut qui bosse et qui aide au développement de ses clients dans plein de domaines d'activités divers. Et j'ai bien pris soin de parler de plein de projets qui ont eu lieu avant le projet Scanate pour que vous compreniez que SRI, c'était un institut sérieux bien avant le projet Scanate. Au moment où le SRI va bosser sur le projet qui nous intéresse aujourd'hui, ça fait longtemps qu'ils ont plus besoin de faire leurs preuves. Hein. Et j'aurais pu parler également du prototype de la souris, de l'imprimante à jet d'encre, de l'enregistrement sur disque optique, de la technologie d'affichage à cristaux liquides. Oui, c'est eux. Vous savez quoi, je vais prendre 2 secondes pour en parler quand même de la techno d'affichage à cristaux liquides, parce que ça va être une nouvelle occasion de montrer que le monde est petit. L'affichage à cristaux liquides, c'est une technologie qui a été développée conjointement avec RCA. Vous vous rappelez d'RCA? On en a parlé de RCA déjà. On en a parlé dans l'épisode sur la censure, le lien est dans la description. Oui, en plus, il se trouve que c'est une vidéo qui est $jaunisée, donc inutile de vous dire qu'elle va pas vous tomber spontanément dans les mains en termes de suggestions. Et puis en plus, voilà, je le dis, hein, c'est une vidéo dont je suis quand même assez fier. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, quoi. En plus, on y voit des nids. Donc les LCD sont développés avec RCA, et RCA en 1988, ça deviendra la Sarnoff Corporation. Vous vous rappelez Sarnoff? David Sarnoff?
le fondateur de NBC. On en a parlé, c'est une même vidéo, hein. Donc toujours le lien en réception, hein. Allez la voir, vraiment. Et d'ailleurs, juste un truc vite fait, que je vous mets ici, parce qu'il y a vraiment peu de risques que j'ai l'occasion d'en parler par ailleurs. Vous connaissez cette idée selon laquelle la valeur d'une chaîne, la valeur financière d'une chaîne, hein, est proportionnelle à son nombre de spectateurs. Alors c'est un truc qui vaut pour la télé et la radio, mais ça vaut aussi pour YouTube, ça. Vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est un truc qui est largement admis, ça. Hein. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un truc assez naturel d'un point de vue économique. Hein. Plus vous avez de spectateurs, plus votre chaîne a de valeur d'un point de vue économique. Sauf que, ok, c'est un truc qui semble un peu naturel comme ça, mais ça n'est naturel qu'une fois que quelqu'un l'a dit pour la première fois. Il a bien fallu que quelqu'un le dise pour la première fois, ce truc-là. Eh ben, celui qui l'a dit pour la première fois, c'était David Sarnoff. C'est pour ça qu'on appelle ce truc-là la loi de Sarnoff. Et donc, la Sarnoff Corporation, qui se trouvait une filiale à 100% du SRI. Et la boucle est bouclée. Donc le SRI est un contractant de la CIA, c'est un prestataire qui est chargé de mettre en œuvre le projet Scan8 pour le compte de la CIA. Et au SRI, ceux qui s'y collent, ce sont les physiciens Russell Targ et Harold Puthoff, qu'on appelle aussi Hal Puthoff. Et ces deux gars-là, particulièrement Puthoff, quand on va en parler, on n'a pas fini de rigoler avec eux. Croyez-moi. Donc en 1972, ces deux physiciens se mettent à tester divers médiums avec une méthode supposément scientifique. Et là, je vais m'appuyer sur des documents déclassifiés de la CIA. C'est comme pour le projet MK Ultra, hein, voilà. Donc je vous invite, je mets les liens dans la description, je vous invite à creuser, à chercher vous-même les documents déclassifiés au sujet de ces projets. Il y en a des tonnes, et c'est clairement, j'en fais pas le tour. Hein. Mais donc la première étape de test, étape dite d'entraînement, consiste à choisir au pif 100 lieux sur Terre, 10 par jour pendant 10 jours, de donner uniquement les coordonnées au médium qui est testé et voilà, et de noter tout ce que lui il voit, il perçoit ou ressent à partir de ces coordonnées. D'où le nom du projet, Scan by Coordinates. Et voilà, et on en donne comme ça 10 par jour à un médium pendant 10 jours. Et alors attention, notez bien que le document auquel je me réfère précise bien, méthode scientifique oblige, que les résultats ne sont que indicatifs et que, en soi, ils ne peuvent pas servir de preuve des capacités de ces médiums. Et ce pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il est possible que le sujet, le médium, hein, ait simplement une bonne mémoire ou une bonne compréhension géographique, que quand on lui dit les coordonnées, mentalement, il se figure un planisphère, il est capable de dire « Ok, ça c'est dans l'océan, ouais, je vois de l'eau ». Et le deuxième, c'est que si on est sur un sujet particulièrement fin, il est peut-être capable d'aller choper des informations de façon subliminale auprès de l'expérimentateur. Voilà, et ensuite, on note en fonction de ce que dit le sujet, s'il a réussi, s'il a échoué, ou si ce qu'il a dit peut être interprété, on va dire de façon neutre, parce que ça pourrait être une réussite, ça pourrait être un échec, c'était trop flou, voilà. Et on garde en tête que la façon dont on interprète ce qu'il nous dit, ça reste subjectif. Exemple qu'on trouve dans le document, hein, voilà. Pour les coordonnées 45 degrés nord, 150 degrés ouest, ce qui correspond à un point dans l'océan, la réponse notée par le sujet testé est « Océan, de belles vagues bleu-vertes, le soleil qui brille, un navigue qui vogue vers le nord. » Et donc l'essai est considéré comme réussi. Ou encore 64 degrés nord, 19 degrés ouest à 20 miles au nord-est du volcan Mont Helka en Islande, la réponse est « Un volcan au sud-ouest, je pense que je suis au-dessus de l'océan. » Donc là, pareil, succès. Et il y a un truc qui est marrant et que je m'explique pas sur ce document, c'est que quand le résultat n'est pas un succès, on a bien la réponse du sujet, on a bien l'info que c'était pas un succès, mais les coordonnées qui ont été données ont été caviardées. Cependant, si on se réfère à ce document, le médium qui était testé, sur les 10 jeux de coordonnées qu'on lui a donnés, bah, il y a eu 7 fois c'était un succès, 2 fois c'était pas concluant, et une seule fois c'était un échec. Pardon, mais c'est pas mal quand même. Bon, je passe sur le fait qu'on n'a strictement aucune idée de si ces résultats ont été un peu arrangés ou pas. Ensuite, passé cette épreuve, bah, fallait faire une autre épreuve un peu dans le même genre, sauf que ce coup-ci, fallait pas juste dire un peu ce qu'on ressentait, fallait faire un plan de ce fallait dessiner un plan de ce qu'on voyait. Et à mesure qu'on avance dans les expériences, on demande des choses de plus en plus précises au sujet. Et nos deux physiciens sont plutôt convaincus par l'expérience, hein, ils trouvent les résultats vraiment concluant. Alors, bien évidemment, pas avec tous les sujets, hein, mais ils ont quand même certains sujets avec qui, putain, ça a l'air de marcher du feu de Dieu quand même, cette histoire. Si bien que ça commence à intéresser le DoD, le Department of Defense, le département de la défense américaine, et donc il va mandater Ray Hyman,
qui est un professeur de psychologie à l'université de l'Oregon, pour aller au SRI, pour en avoir le cœur, pour aller enquêter et en avoir le cœur net par lui-même. Notamment, il y a un médium avec qui bossent nos physiciens du SRI qui a l'air véritablement prometteur et que Hyman doit aller évaluer. Et je vais vous donner le nom de ce médium. Hein. Et si vous vous intéressez un tant soit peu au monde du debunk, en entendant le nom de ce médium, vous en conclurez instantanément qu'on peut pas franchement se fier aux résultats des gens du SRI. Le médium en question, né en 1946 à Tel Aviv à l'époque où Tel Aviv fait partie du mandat britannique, ce qui fait que le gars en question a la double nationalité britannique et israélienne, ce médium sera par la suite mondialement connu. Mondialement connu. Mais à l'époque, donc au SRI, en 1973, on lui demandait, par exemple, de reproduire des dessins qui avaient été préparés dans une autre pièce, à laquelle il n'avait pas accès. Et la conclusion de nos potes physiciens, donc, était la suivante. Il a démontré ses capacités de perception paranormale de façon convaincante et sans ambiguïté. Là, je viens de citer les conclusions des expérimentateurs dans un rapport remis à la CIA. Hein. Je veux dire, c'est un document sérieux et qui est pris au sérieux. C'est pour cette raison que le département de la Défense va aller envoyer un prof de psychologie de l'Oregon directement pour aller évaluer le gars lui-même, pour avoir un mec, genre un tiers indépendant, qui va regarder ça d'un peu plus près. Et le médium en question, si vous vous y connaissez un tout petit peu, vous savez déjà de qui il s'agit. Il s'agit de Uri Geller. Petite pensée pour Clément Fraisse qui, en regardant cette vidéo et en entendant Uri Geller, va à la fois être choqué et, dans le même temps, avoir un air blasé et dire « ouais, je le savais ». Bon, sans grande surprise, Hyman va très rapidement démontrer que le gars est effectivement incroyablement talentueux, mais comme illusionniste. Il dira d'ailleurs même dans son rapport, Al Puthoff et Russell Targ, qui ont étudié donc M. Geller au SRI, savaient au moins dans un des cas que Geller leur montrait un tour de magie. Et donc, suite à ce rapport, le département de la Défense va se dire que bon, bah finalement, ce projet, ça les intéresse pas plus que ça, merci, salut. Plus précisément, la conséquence de ce truc-là, c'est que Targ et Puthoff ne pouvaient plus travailler à la fois avec le gouvernement et Geller. Et ils ont donc décidé de continuer à travailler avec Geller plutôt qu'avec le gouvernement. Voilà. Et ils ont donc cherché des fonds privés, des financements privés pour pouvoir poursuivre leurs recherches. Et quand je dis qu'ils ont cherché, évidemment, vous comprenez bien que ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait une tournée médiatique. Ils ont fait le tour du pays des plateaux de télé et des stations de radio. En 1976, un avion espion soviétique est perdu. Mais il est retrouvé par Rosemary Smith, une jeune assistante qui, donc, avait suffisamment de pouvoir de clairvoyance pour être capable de retrouver un avion espion soviétique. Et croyez bien que face à ce genre de résultats, à cette époque-là, eh ben, les financements, ils tombent. Hein. Ah bah, y a aucun problème. On débloque du budget, là, y a pas de... Ouais. Aucun souci. Et donc les projets continuent, et en 1977, le détachement d'exploitation des systèmes du chef d'état-major adjoint du renseignement de l'armée, alors ça a l'air d'être inventé, mais apparemment c'est un vrai truc, il lance le projet Gondola Wish. Le but de ce projet, attention c'est un peu subtil, c'est d'évaluer les applications possibles de la vision à distance par l'ennemi. En gros, de quoi serait capable des médiums Rushkov avec un projet type projet Scanate. Ouais, vous savez quoi? On a accès aux documents déclassifiés de la CIA, donc on va s'appuyer là-dessus. Regardez la définition que eux-mêmes donnent du projet. Définition. Gondola Wish est un programme conçu pour intégrer la menace que représente la collecte de renseignements parapsychologiques soviétiques et est-européens dans le cadre de soutien d'opérations spéciales multisources. Et écoutez bien la suite parce que c'est ça qui va nous intéresser. L'objectif est d'obtenir ce résultat en formant le personnel du renseignement militaire à collecter des données de renseignement sensibles par des moyens parapsychologiques. Entre parenthèses, une telle formation a déjà été scientifiquement démontrée comme possible et est disponible. Comprenez bien, donc à ce stade, pour eux, ça marche. Genre ils sont ok pour dire, ouais bon, Uri Geller c'est un charlatan, mais sinon... ça marche. Et ils en ont d'autres, des médiums. Il n'y a pas que Uri Geller, ils ont Ingo Swann, par exemple. On va en parler de Ingo Swann par la suite, vous verrez. Et dans le paragraphe suivant du même document, alors ils expliquent formellement le niveau de confidentialité du projet, qui a le droit d'avoir accès, comment en parler, etc. Mais ils disent aussi, accrochez-vous à vos slips. Bon, là je vais pas citer le paragraphe parce qu'il est méga long, hein, il est en description de ça, mais en gros, ils disent que quand on parle du projet avec quelqu'un d'autorisé, il faut éviter le terme parapsychologique
parce qu'il est connoté et historiquement vérolé de considérations religieuses ou occultes. Et que par ailleurs, il faut faire gaffe quand on parle de perception extrasensorielle, d'expérience hors du corps ou de télékinésie. Il faut faire gaffe parce que reconnaître l'existence de ces phénomènes vient pour certains en contradiction avec leurs croyances personnelles. Je veux dire, les gars qui ont écrit ces documents-là, pour eux, c'est un truc avéré. Démontré, ça existe. Éventuellement, ils disent, bon, nous on sait que ça existe, mais il peut y avoir de la réticence en face, donc faites gaffe à comment vous en parlez. Oui, parce que c'est un truc qui peut être rudement efficace contre les soviétiques, et donc il faut pas froisser les gens avec qui on bosse pour qu'ensuite ils hésitent à exploiter ces méthodes dont ils savent qu'elles fonctionnent. Mais lol. Et pour que vous compreniez dans quel état d'esprit étaient les gens qui bossaient sur ces sujets à cette époque, je vais vous citer un passage d'un document déclassifié de la CIA sur Gondola Wish, qui est dans la description, hein, voilà, vous avez l'habitude. Juste, alors pour le contexte, voilà, ça parle de la mise en place d'un programme d'entraînement pour les Américains. Ok ? Voilà. Écoutez bien. L'entraînement proprement dit consiste en des techniques de biofeedback avancées associées à une synchronisation des hémisphères du cerveau pour induire des états de confiance modifiés qui faciliteront les phénomènes parapsychologiques. Voilà, et je pense que si G. Milgram avait ce document sous le pif, je pense que même lui s'évanouirait devant un tel monceau de conneries. Voilà, donc ça c'est le projet Gondola Wish. Mais en 1978, le projet Gondola Wish va être formalisé en un programme opérationnel qui va s'appeler Grill Flame. En 1979, on intègre les gars du SRI au projet Grill Flame, projet qui devient alors le projet Center Lane. Je dis ça simplement pour que vous ayez les différents noms du projet, pour si vous cherchez vous-même des documents ensuite. Hein. Et juste avant d'avancer sur la suite, je voudrais qu'on revienne quelques instants sur Hal Puthoff du SRI. Je vous l'ai dit brièvement, hein, mais outre Uri Geller, il y avait d'autres médiums qui participaient au projet Scanate, notamment, je vous ai parlé de Ingo Swann, mais il y en avait aussi un autre qui s'appelait Pat Price. Eh bien, figurez-vous que Hal Puthoff, Ingo Swann et Pat Price ont un point commun. Ils font tous les trois partie de l'église de Scientologie. Non seulement ça, mais Hal Puthoff est alors un tétan opérant de niveau 7, qui à l'époque est le niveau le plus haut des tétans opérants possibles, ce qui, chez les scientologues, est un état de liberté spirituelle totale où l'on est, je cite, « une cause consciente de la vie, de la pensée, de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps ». Je veux dire ça, là, c'est la moitié de l'équipe de scientifiques qui ont bossé sur le projet Scanate, sachant que sur les 3 médiums sur lesquels ils ont principalement bossé en long, en large, en travers, il y en a un, c'était un charlatan qui tordait des cuillères, et qui, soit dit en passant, a été débunké en direct à la télé en France par Gérard Majax. Je m'en rappelle, j'étais devant ma télé, je l'ai vécu, ce truc-là. Et les 2 autres, ce sont 2 gars qui croient à toutes ces histoires de tétans opérants, ce qui signifie notamment que pour eux, leur expérimentateur, c'est un gars qui, dans leur propre foi à eux, le gars est au top du top de la conscience. Et c'est avec ça qu'on a ensuite d'autres projets qui vont venir suivre en disant « c'est bon, on a déjà vu avec le premier projet que c'est bon, ça marche ». À une époque où le monde est ultra polarisé entre 2 blocs, chaque bloc disposant d'armes nucléaires, avec à tout instant un doigt prêt à appuyer sur le bouton. Et donc, de part et d'autre, on a des militaires haut placés qui se reposent sur le fait que c'est bon. On a des médiums qui sont capables de localiser par la pensée dans l'espace et le temps où se trouvent nos adversaires. Est-ce que vous le sentez que foncièrement, ça aurait pu vraiment être la merde, cette histoire? Bon, sinon, niveau projet, on en était à Center Lane. En 1984, l'existence de ce projet, donc Center Lane, est rendue publique par le journaliste d'investigation Jack Anderson, prix Pulitzer de 1972, un gars respecté, et l'Académie nationale des sciences et du Conseil national de la recherche en disent... Alors attendez 2 secondes, vous savez quoi? Je vais vous le faire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et donc en 1985, l'armée arrête de financer ce truc. Mais la direction du renseignement scientifique et technique de la DIA, alors vite fait, la DIA c'est exactement comme la CIA, mais à la DIA, le renseignement c'est exclusivement militaire. Ce qui n'est pas le cas de la CIA. La direction du renseignement scientifique et technique de la CIA, donc, se dit... Ah, attendez 2 secondes.
Moi, ce projet, il m'intéresse. Moi, je finance ça. C'est bon. Et il renomme alors le projet en Sunstreak. En 1991, le SRI est remplacé par la Science Applications International Corporation, la SAIC, et le projet est alors renommé Stargate, qui sera son nom définitif. En 1995, la loi de finances oblige à ce que le projet soit transféré de la DIA à la CIA, et la CIA, ils vont faire un truc, vous n'êtes pas prêts. Oui, là, normalement, ce que je vais dire, vous êtes prêts à absolument tout, sauf à ce que je vais dire. La CIA commande un rapport à l'American Institute for Research, ou R, pour déterminer s'il y a quoi que ce soit de valable qui se soit produit à quelque moment que ce soit autour de ce projet. Et l'R conclut que, déjà, non. Opérationnellement, il n'y a jamais rien eu, ça n'a jamais abouti, non seulement ça, mais en plus, quand ils ont creusé, ils se sont dit rien n'a jamais été démontré, c'est-à-dire l'existence même de cette capacité de vision à distance, ça n'a jamais été montré. Et la CIA annule et déclassifie le projet. Boom, game over. Mais depuis quand la CIA se comporte de façon rationnelle? Pardon? Ça cache quoi? Alors, je sais pas ce que ça cache, mais en 95, la guerre froide était terminée. Donc ça aide déjà à y voir un peu plus clair. Et le rapport de l'AIR, American Institute for Research, en vrai, c'est un très bel exercice de méthode critique. À propos des visions à partir de coordonnées, un projet Scanet, on peut par exemple y lire des trucs comme, je cite, « La grande majorité des données générées par les spectateurs sont vagues, générales et très éloignées de la cible. Les quelques correspondances apparentes correspondent exactement à quoi on pourrait s'attendre si seuls des raisonnements raisonnables et une validation subjective intervenaient. Les observations précédentes constituent un argument convaincant contre la poursuite du programme au sein de la communauté du renseignement. Bien qu'un effet statistiquement significatif ait été observé en laboratoire, l'existence d'un phénomène paranormal, la vision à distance, demeure incertaine. Et il ne manque pas de préciser, les études en laboratoire n'abordent pas non plus la question méthodologique importante de la fiabilité interjuge. Et c'est donc ainsi que se termine le projet Stargate. Alors, c'est évidemment bien moins grandiose que l'idée qu'on s'en fait, notamment avec des films comme Les Chefs du Pentagone. They wanted me to stop the heart of a goat. What had that goat ever done to me? It was completely against the way of the Jedi. Le film en question, c'est une fiction, mais c'est bel et bien sur le projet Stargate que ce film se base. Mais voilà comment, pendant 25 ans, le gouvernement américain a financé de la recherche sur la télépathie, la télékinésie, les expériences hors du corps et les perceptions extrasensorielles, etc. Bon, après, l'équipe a jamais franchement été énorme. Je veux dire, à la fin du projet, il restait 3 personnes, dont une qui faisait du tarot. Notamment, et j'ai pas voulu en parler plus tôt, parce que je voulais pas vendre la mèche trop tôt sur le fait que les gars étaient quand même un peu farfelus. Mais dans l'équipe, là, en 86, il y a un type qui s'appelle Ed Dames. Alors lui, il est pas médium, mais il supervise les séances. Et son truc à lui, c'est de focaliser son attention et l'attention de quiconque va l'écouter sur le sujet de l'Atlantide. Oui, l'Atlantide. Le projet a été financé par les services de renseignement et le département de la défense américain. Et ça me fume de me dire que quand le projet a été annulé, j'étais déjà adulte. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, vous pensez bien sûr à le liker, le commenter, à le partager. Pensez à vous abonner ou à vous réabonner, le cas échéant. D'ailleurs, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Ça reste encore la meilleure méthode de partage, à ma connaissance. Vous êtes au bureau, comme ça, à la machine à café. Ouais, Martine, oh là, hier, j'ai vu une vidéo, waouh. Attends, je vais te l'envoyer par messagerie interne sur ICQ, tu vois, mais c'est une vidéo, mais elle va changer ta vie. Enfin bon, je vous écris pas votre texte non plus, Mais voilà, ce truc-là, pensez-y. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.